sur TV5 Monde. Soyez les bienvenus dans ce journal. On fait tout de suite un point sur l'actualité. Et tout d'abord, cette marée rouge dans l'Arctique. La Russie dit avoir stoppé la progression de l'énorme quantité d'hydrocarbures qui s'est déversée dans une rivière. Le président Poutine a déclaré l'état d'urgence. 8 minutes et 46 secondes de silence. Minneapolis s'est recueilli en hommage à George Floyd, une cérémonie aux accents également très politiques, nous le verrons. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac rouvre ses portes mardi. Son nouveau président Emmanuel Casarérou est notre invité. Avec lui, nous évoquerons aussi la question de la restitution des œuvres volées en Afrique. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. Pas de quoi se réjouir en Russie après les incendies en Sibérie. Une énorme quantité d'hydrocarbures s'est maintenant déversée d'une centrale thermique dans une rivière de l'Arctique. Sa progression serait désormais stoppée. Le président Poutine a toutefois déclaré l'état d'urgence. Précision, Gaëtan Colincourt. Une rivière pourpre, visuellement c'est spectaculaire, écologiquement c'est une catastrophe. 20 000 tonnes de diesel se sont déversées dans cette zone très isolée et marécageuse de l'Arctique russe. Il y a assez de pollution pour empoisonner l'environnement pour les années à venir. Et il faudra recultiver. Et puis, nettoyer prendra des années. À l'origine de cette pollution, l'effondrement de ce réservoir. Le producteur du site met en cause le réchauffement climatique et ses conséquences sur le pergélisol, le sol gelé en permanence. Actuellement, selon les documents que nous recueillons, nous ne pouvons que supposer que probablement à la suite d'années de températures anormalement douces, un clivage du pergélisol pourrait se produire et il pourrait se produire un affaissement partiel des supports sur lesquels se trouve ce réservoir. Une explication qui ne convainc pas des experts russes de l'ONG WWF qui estiment l'entreprise coupable de négligence. Un responsable de la centrale a été placé en détention. Image impressionnante aussi de cette langue de terre qui se détache en Norvège. Des maisons et de petits bâtiments ont été emportés dans la mer lors d'un glissement de terrain dans le nord du pays. Quelques habitations détruites, mais pas de blessés. La ville de Paris se mobilise pour Fariba Adelka, accroché à l'hôtel de ville le portrait de la chercheuse franco-iranienne détenue par Téhéran depuis un an, jour pour jour. Le président Emmanuel Macron renouvelle son appel à sa libération. Fariba Adelka a été condamnée à 6 ans de prison le mois dernier, un procès politique, selon la France. En Libye, les forces du gouvernement d'union nationale annoncent avoir repris le contrôle de l'ouest du pays. Grâce au soutien militaire accru de la Turquie, les autorités reconnues par les Nations Unies infligent une défaite cinglante aux troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar. Les précisions d'Oumi Diallo. Après plus d'un an de combat, le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU annonce avoir repris le contrôle de la ville. Lors d'une visite à Ankara, son principal soutien militaire, son chef, Fayez al-Sarraj, affichait sa volonté de reconquête totale du pays. Il prévient son adversaire, le maréchal Khalifa Haftar. Il ne s'arrêtera pas là. Je m'adresse aux pays qui soutiennent l'agression et ont aidé à tuer des Libyens et à détruire le pays. Pour leur dire, votre pari a échoué. Nous vous poursuivrons en justice après avoir goûté à la défaite aux portes de Tripoli. Une annonce qui intervient après une première victoire mercredi, la reprise de l'aéroport international de Mitiga aux mains des pro-Haftar depuis 2014. Depuis la chute du régime du général Moammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie au chaos. Le maréchal Haftar, homme fort du pays, est à la tête de l'armée nationale libyenne soutenue par l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie. Il contrôle l'est du pays ainsi qu'une partie du sud, dont la plupart des terminaux pétroliers. Depuis des mois, il tente de faire tomber Fayez al-Sarraj, Premier ministre reconnu par la communauté internationale. Depuis avril 2019, des centaines de personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées dans des combats et quelques 200 000 ont pris la fuite. Aux États-Unis, après la colère, le temps du deuil et de la revendication politique. Première séquence avant les obsèques de George Floyd mardi. C'est tout d'abord Minneapolis où cet homme noir a trouvé la mort, qui s'est recueilli et lui a rendu hommage. Une cérémonie que nous raconte Oumi Diallo.
Il est temps pour nous de nous mobiliser au nom de George et de leur dire « Retirez votre genou de notre cou ». Le révérend Al Sharpton, figure des luttes afro-américaines, délivre un message politique, à l'image de la cérémonie donnée en l'honneur de George Floyd à Minneapolis. C'est ici que l'homme de 46 ans est mort asphyxié le 25 mai sous le genou d'un policier blanc. 8 minutes interminables, symbolisées par les 8 minutes de silence observées par l'assistance. Autre icône du mouvement des droits civiques, le révérend Jesse Jackson est présent, ainsi que Martin Luther King III, fils du célèbre pasteur. Les politiques ont également fait le déplacement, comme le maire de la ville, Jacob Frey, particulièrement ému. La famille est au premier rang et Rodney Floyd rappelle l'engagement de son frère. Et je veux que vous sachiez qu'il s'élevait contre l'injustice partout. Pouvez-vous dire son nom? Pour ses proches, George Floyd a changé la face de l'Amérique. Ce que nous nous efforçons d'accomplir, c'est une justice égale pour les États-Unis. La mort de George Floyd est le tournant qui nous donne la meilleure opportunité que j'ai vue depuis longtemps d'atteindre le grand idéal pour lequel ce pays a été fondé. La vidéo du calvaire de George Floyd a déclenché une vague d'indignation mondiale. Massés devant l'université chrétienne North Central, ils étaient nombreux à faire leurs adieux. Il est la première personnalité de Nouvelle-Calédonie à se retrouver à la tête d'un grand musée parisien. Le nouveau président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, est notre invité. Emmanuel Casarero, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par le début, par l'actualité tout de suite. C'est cette pandémie, votre musée qui rouvre mardi. Est-ce que tout est prêt ? Oui, tout est prêt pour la sécurité à la fois des visiteurs, mais aussi du personnel. La configuration du musée fait qu'avec ces larges espaces, on peut tout à fait créer des passages, des fluides qui permettent de ne pas se croiser et d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir apprécier la visite. Moins de visiteurs aussi ? Ah oui, moins de visiteurs. Les jauges sont divisées par 2. Et des visiteurs masqués. Le musée est fermé depuis près de 3 mois. Il est fragilisé. Est-ce que vous arrivez déjà à estimer les pertes ? Oui, forcément, il n'y a plus de public, il y a une perte en billetterie, il y a une perte aussi dans tout ce qui sont les activités. Il y a une perte surtout en médiation, c'est-à-dire toutes ces hommes et femmes qui donnent vie, qui donnent parole à nos objets et qui ne peuvent pas travailler depuis quelques mois. Oui. Bon, ça, mardi, ça reprend. Mardi, ça reprend, on l'espère, on croise les doigts. Voilà, c'est une bonne réouverture. On en vient maintenant à vous, puisque je le disais, vous êtes le nouveau président de cette institution parisienne. Ce poste à la tête du Quai Branly, c'est l'achèvement, la suite logique de votre carrière. Vous en êtes fier ? Oui, j'en suis évidemment très fier, mais parce que c'est effectivement la première fois qu'il y a un ultramarin en fait qui dirige un musée parisien de cette ampleur. C'est aussi le couronnement d'une carrière assez atypique finalement, puisque j'ai commencé au musée de Nouméa il y a assez longtemps, puis au centre Chibaou. Mais malgré tout, il y a un certain nombre de constances, c'est-à-dire l'idée que la culture et le patrimoine sont des chemins pour l'avenir. Et ce sont des éléments de réflexion et que les musées sont ces espaces où on peut dialoguer en utilisant les témoins du passé que sont les collections dans toute leur histoire extrêmement complexe qui nous interroge toujours aujourd'hui. Alors vous l'évoquiez, vous le disiez à l'instant, vous avez dirigé le centre culturel Chibaou, qui est un grand centre océanien. Oui. On a l'impression quand même que les Outre-mer sont un peu les parents pauvres, les oubliés de la culture vue de métropole. Est-ce que vous confirmez ? Non, il faut voir dans chaque Outre-mer, parce que chaque Outre-mer est singulier, a son histoire. Certains sont plus enclins à être sur la mémoire orale, d'autres sur les objets, d'autres plus sur les arts de performance. Je pense à Tahiti, par exemple, qui a une vitalité extraordinaire, la Polynésie, je pense à la Guyane, où on a fait un travail assez intéressant avec des communautés amérindiennes, justement sur une sorte de musée virtuel à partir des collections qu'ils ont réidentifiées dans différents musées, et dans le nôtre en particulier, les Wayana et les Apalaï. Je pense aussi, là on voit des images de la Fondation Clément, il y a une vitalité aussi en Martinique qui est fantastique. Mais il y a cette idée, alors justement, que
nous dit, la Fondation Clément aussi, que souvent, parfois, c'est le privé qui pallie peut-être l'absence du Ça dépend public. des territoires, ça dépend des endroits. En Calédonie, c'est plutôt le public et le privé est très peu présent. Et là, c'est vrai que sur la Martinique, j'étais frappé de voir que c'était le privé qui, au contraire, avait une force de proposition, une audace aussi et des moyens mis en œuvre pour réaliser cette action culturelle. On va revenir à votre musée. Vous êtes, vous, un expert des arts premiers. Comment vous allez faire évoluer le Quai Branly ? En essayant d'en faire comme il a toujours été, c'est-à-dire une cité des arts aussi, c'est-à-dire un espace ouvert, un espace de dialogue, un espace où des sensibilités différentes aussi peuvent s'exprimer. Et c'est la force des collections, et les collections de ce musée qui sont considérables à la fois en termes de nombre, mais aussi en termes de temporalité, puisqu'il y a presque 400 ans de collection dans ce musée. C'est la force de ces collections que de permettre justement la discussion sur des questions des questions culturelles très ouvertes, ou c'est des questions plus douloureuses sur l'histoire coloniale, sur les histoires passées, sur la disparition de certaines cultures, ou sur la menace qui pèse sur certaines cultures encore vivantes aujourd'hui. Vous parliez de l'histoire coloniale. Le Quai Branly rassemble en France la majeure partie des objets d'art premiers provenant d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Oui. L'air du temps, c'est cette question, et d'Asie. La question qui est dans l'air du temps, c'est celle de la restitution des œuvres volées en Afrique, les brûlantes, comme nous le rappelle Pascal Achard. Une statue malienne du Xe siècle, des bijoux, parures et dessins. En septembre dernier, le musée du Quai Branly exposait des œuvres emblématiques pour célébrer 20 ans d'acquisition. C'est à la fois la question de l'identité, de la reconnaissance des arts non occidentaux, et puis les coulisses qui montrent comment en fait on acquiert dans un musée national. Un musée dédié aux civilisations lointaines, un projet porté par un homme, Jacques Chirac, et sa passion pour les arts premiers. Une importante collection africaine, héritée notamment des collections du Musée de l'Homme et du Palais de la Porte Dorée, ancien musée des colonies. Le musée du Quai Branly, évidemment au cœur du dossier sur la restitution des œuvres volées pendant la période coloniale. En 2016, le Bénin lui réclame le retour de 26 œuvres du royaume d'Abomey, pillées lors d'une opération militaire française à la fin du 19e siècle. Un an plus tard, Emmanuel Macron s'engage sur ce sujet épineux. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Suit le rapport Sarr-Savoie, 9 mois de recherche dans les archives des musées français, qui ouvre une brèche pour les partisans du retour. Le rapport préconise de faire des commissions bilatérales entre les États africains et l'État français. Voilà, donc il ne faut pas y voir le départ de 46 000 œuvres demain matin du Quai Branly. En novembre dernier, le Premier ministre français remettait au président sénégalais le sabre présumé du conquérant tout couleur El Hadj Oumar Tall, conservé à Paris au musée de l'Armée. Un dépôt pour 5 ans, pas une restitution. Impossible pour l'heure, selon le Code du patrimoine qu'Édouard Philippe a promis de faire réviser. Une révision qui n'est pas encore là. On en est où dans ce grand chantier de la restitution? Alors, ce sont les 26 œuvres du Bénin qui vont être restituées. Donc, le travail législatif est en cours pour pouvoir les aliéner, de les faire sortir du patrimoine national. Du côté béninois, c'est aussi le travail pour construire un musée qui puisse accueillir ces œuvres à Abomey, là d'où elles proviennent. Et c'est un travail de collaboration. Donc là, dans ce cas précis, la restitution s'accompagne en fait d'une collaboration, et c'est comme ça que je l'entends, c'est-à-dire que ça soit non pas le terme d'une relation, mais au contraire le début d'une autre. Que faut-il rendre et à qui? C'est la question qui se pose. Vous, avec votre parcours en étant kanak, est-ce que cette question qui est une question sensible, vous la comprenez de l'intérieur? Est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça que vous avez été nommé? Peut-être. En tout cas, j'ai eu à la traiter, c'est vrai, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, par rapport à ces pièces qui sont conservées en Europe, en Amérique et dans bien des musées. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait un inventaire du patrimoine, parce que c'est bien de savoir de quoi on parle, parce que quelquefois, on a des chiffres importants, mais on ne sait pas
ce qu'il y a derrière. Il faut regarder ce qu'est le patrimoine. Dans le cas de Canaques, c'était intéressant, c'est que moi, ma grande espérance, c'est qu'en faisant l'inventaire de ce patrimoine, j'allais trouver des informations sur nos cultures. En fait, l'essentiel de cette information est perdu dans le cas Canaques. J'ai bien peur que ce soit le cas dans beaucoup de situations. Et en tout cas, une grande partie, un bon tiers de ces œuvres, il y en a plus de 17 000 dans les musées, sont des armes, c'est-à-dire des objets qui sont très proches les uns des autres. Ça permet de savoir de quoi on parle, ça permet de créer aussi des circulations d'œuvres. Et on a organisé pendant 16 ans au centre Chibaou des allées et venues d'œuvres Canaques qui prenaient de musées français, mais australiens, allemands ou suisses. Cette démarche permet peut-être aussi de faire une relecture de l'histoire. Absolument, c'est une relecture, en tout cas dans mon expérience, c'est une découverte d'un patrimoine culturel, matériel, qu'on a tendance à limiter à un certain nombre d'icônes, parce que notre savoir est fait sur un nombre relativement restreint. Dès que vous ouvrez les réserves des musées, vous apercevez que c'est beaucoup plus varié. Ça vous donne une image de votre propre culture qui est beaucoup plus dynamique et qui est très créatrice aussi. Donc je pense que c'est un bon travail à faire. Ce débat s'inscrit de la restitution s'inscrit aussi dans un contexte plus général de décolonisation et de la question du racisme aussi qui est là. On l'a vu beaucoup cette semaine dans l'actualité. Adama Traoré en France, George Floyd aux États-Unis. Votre nomination, dans ce contexte, est un symbole fort, vous pensez ? C'est les citoyens et vos auditeurs en jugeront. Je pense qu'effectivement... ces images très tristes qu'on voit de George Floyd, qui m'ont profondément affecté, mais comme je crois beaucoup de gens, montrent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que c'est peut-être juste une petite marche vers quelque chose de plus ouvert. Et votre mission vient de commencer puisque vous venez de prendre vos fonctions et que le musée, je le rappelle, rouvre ses portes mardi. C'est mardi. Merci beaucoup Emmanuel Casarero d'avoir été notre invité. Merci à très bientôt. On en vient maintenant à l'Italie qui a rouvert ses frontières mercredi. L'Italie espère ainsi relancer son industrie touristique. Elle est importante. De son côté, cas particulier, Venise s'impatiente. La cité des Doges qui accueille 20 millions de touristes chaque année est toujours aussi vide. Vous allez le voir avec Pauline Forgue. La place Saint-Marc, presque silencieuse. Une scène inhabituelle qui interpelle les rares passants. C'est vraiment fantastique de voir cette place sans personne. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'en profite autant. Car en temps normal, Venise ressemble plutôt à ça. Une place Saint-Marc noire de monde, des gondoles surchargées de touristes venus admirer la cité vénitienne. Chaque année, elle attire près de 30 millions de visiteurs. Une économie entière mise à mal par la crise sanitaire. Mais la réouverture des frontières laisse présager un retour de l'activité touristique juste à temps pour l'été. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.